quels ont été tes goûts musicaux qui t'ont inspiré ce style-là? Alors moi quand j'étais jeune, j'ai écouté beaucoup de gangsta rap. J'ai écouté beaucoup de West Coast. Je pense que beaucoup de rap US, de rap américain, et je suis venu après au rap new-yorkais qui m'ont préféré en fait finalement avec le Wu-Tang Clan ou des mecs comme Mobb Deep. Mais à l'époque j'ai écouté beaucoup de West Coast, les premiers albums de Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, tout ça. J'ai vraiment adoré ça. Et j'écoutais beaucoup de hip-hop français aussi évidemment. Et au fur et à mesure, en me mettant à écrire, en aimant les mots, j'ai étendu ça à tous les paroliers, que ça soit, je sais pas moi, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, c'est un monstre, tu vois, que ça soit même mes albums de Renaud me plaisaient aussi beaucoup. Et puis j'ai toujours eu à côté une culture musicale qui était proche des musiques noires afro-américaines, Tina Turner. Les Jackson 5, Funk, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai beaucoup étiré tout ça vers le trip-hop, énormément, Massive Attack. J'ai écouté beaucoup de Prodigy, beaucoup de sons électro aussi, mais c'est très vaste. Hein. Maintenant, j'écoute quasiment plus de gangsta rap. Je sais pas ce qui passe. Je pense que c'est une période de ma vie, voilà, où on passe d'artistes à d'autres, de styles de courants musicaux à d'autres. Toi, j'ai découvert Noir Désir sur le tard. Enfin, en tout cas, je m'y suis intéressé sur le tard. Et puis, je suis très nostalgique, moi, des années 80, parce que c'est la période de mon enfance. Donc, c'est vrai que c'est une période de créativité débridée qui me plaît énormément, les années 80. Et c'est pas pour rien que c'est un petit peu à la mode de ce qu'on appelle le revival, de faire revivre un peu tout ça, de remettre au goût du jour tout ça. Tout le monde l'année dernière s'est extasié sur la BO du film Drive, par exemple, avec Kavinsky, qui cartonne pas mal avec son album où il y a quasiment que des instrus, il y a peut-être 2 featuring. Kavinsky, c'est celui qui avait fait le tube du film Drive. Le tube s'appelait Midnight Call. Et franchement, ce morceau-là, c'est vachement tourné vers l'esthétique des années 80. Il le dit d'ailleurs dans l'intro de son album. Et que ça soit au niveau même graphique et au niveau des typographies qui sont utilisées dans ce film-là, mais dans d'autres films et dans d'autres facettes de certains projets artistiques, je trouve que les années 80 se reviennent assez en force. Et moi, je suis assez fan de ce kitsch-là. Et aussi, notamment, c'est la raison pour laquelle je voulais m'entourer de quelqu'un qui faisait des machines. J'adore les synthés aussi. Et c'est un élément hyper important dans les années 80. Donc moi, voilà, c'est très éclectique. J'écoute de tout. C'est vrai que je vais pas trop vers des trucs extrêmes comme du métal, mais mes potes du groupe me font découvrir certains trucs. Et la world music aussi, ça me saoule un peu assez vite, je reconnais. Le reggae, j'en ai écouté un petit peu à une époque, mais ça allait plutôt à l'époque où je fumais des joints. Et j'avoue que voilà. Par contre, après, j'aime bien tout ce qui est tourné vers les mots. Évidemment, j'écoute beaucoup avec attention ça. On dit que la musique a une âme, une parole. La musique adoucit les mœurs. Oui. Bah, moi, c'est clair que je suis un grand rêveur, un grand idéaliste, et j'ai souvent été déçu par la réalité, parce que la réalité nous rattrape et à un moment donné nous met face à nos limites aussi en tant qu'être humain, en tant qu'on est tous mortels, donc de toute façon on est limité à la base. Et c'est vrai que la musique c'est une ère de rêve, de rêverie qui est C'est une façon de s'évader. Ah bah ouais, moi ça a toujours été mon médicament, c'est sûr. Que ça soit que j'écoute Criss Cross, peut-être que tu connais pas toi Criss Cross, c'était un groupe de rap il y a 20 ans, que j'écoute du Criss Cross, que j'écoute Shadé, que j'écoute Tina Turner, que j'écoute La Rumeur ou que j'écoute Michael Jackson, c'est clair que ça m'a fait m'évader, ça m'a beaucoup soigné la musique. Donc moi à la base de toute façon je suis devenu artiste et interprète pour faire de la musique, puis j'ai découvert le slam, ça m'a permis de m'aguerrir sur scène, il se trouve que ça a très bien marché pour moi rapidement, j'ai peaufiné tout ça en rentrant dans une école de théâtre mais sur le tard, j'avais déjà une vingtaine d'années passées. Et ensuite, dès que j'ai rencontré des musiciens, j'ai pu commencer à monter des formations musicales. Je continue le théâtre, beaucoup moins. J'aime ça, j'aime jouer. J'aime aussi beaucoup jouer face caméra. J'en suis un peu revenu de jouer pour la télé ou des choses comme ça parce que je décide de rien et on m'impose tout et ça me plaît pas. Mais c'est vrai que la musique c'était mon but premier. Après j'ai bifurqué vers d'autres savoir-faire et tant mieux. Ça vient alimenter et compléter mon savoir-faire d'interprète derrière un micro, mais
Mais c'est mon kiff, ouais, la musique, j'adore ça. D'accord, voilà. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent que c'est passion. Ouais, et puis je suis avec des mecs qui sont vraiment, enfin, mes deux icos là, ils sont fondus de musique. C'est des mecs qui peuvent passer des heures et des heures. Et là, on s'entend bien. Il y a un côté un peu autiste dans la création artistique. Au bout d'un moment, tu rentres dans ton truc. Moi, quand je suis dans mon texte, quand j'écris, quand je crée les choses, je pense que ce que je préfère, c'est créer les choses. Les restituer au monde, c'est bien, mais parfois c'est difficile pour plein de raisons, pour des raisons techniques, pour des raisons d'ambiance, d'énergie. Tu vois, aujourd'hui, on a joué ce matin. Moi, j'étais en apnée parce que j'ai pris un gros coup de froid et tout. Bah, je peux pas dire que je me sois fait vraiment plaisir, même si j'avais des gens super plaisants en face de moi. Par contre, quand je crée les choses, le moment où je crée, il y a une espèce d'ébullition intérieure. Et puis il y a deux facettes. Quand tu écris et quand tu interprètes, c'est pas pareil. Quand tu interprètes, tu restitues au monde. Si je joue sous l'autorité d'un metteur en scène qui me fait jouer un texte que je n'ai pas écrit, il y a un filtre. Il y a des choses que moi je vois que je peux pas toujours imposer. Donc là, je suis vraiment un vecteur. Je suis vraiment un passeur d'émotions et le fait d'essayer de bien jouer, c'est ça. C'est essayer de faire passer des choses à des gens. Quand je joue ce que j'ai créé, je décide d'être mon propre émetteur et je décide de transmettre ce que j'ai envie de transmettre, ce qui me troue les viscères et là c'est vraiment intéressant. Mais la phase où j'écris juste physiquement, je suis pas engagé. J'écris soit la nuit, soit la journée, enfin peu importe. Quand j'écris, je suis barré dans mes histoires, je suis barré dans mes jeux de mots, j'ai le cerveau qui tourne à 300 km/h. Et dans ces moments-là, ça me fait à peu près le même effet qu'une drogue. Et je pense que mes deux musiciens, mes deux potes avec qui je fais cette aventure artistique, sans compter la lumière et le son, je pense que eux, ils sont un peu comme moi. C'est vrai qu'il y a des périodes où on ne sort pas de notre chambre d'hôtel ou enfin la semaine dernière, moi j'ai passé toutes mes soirées jusqu'à minuit et demi, malgré les 2 concerts par jour, à faire du montage parce que on voulait faire un teaser pour le Caravage qui va être bientôt disponible d'ailleurs sur notre site et sur notre page Facebook. Et c'était pareil, quoi. C'était voilà, tu travailles à ton bébé, quoi, ton projet, ta façon de dire, quoi. Je m'évade beaucoup dans ces moments-là. D'accord. Tout à l'heure, je te demandais avant de passer à la musique, est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer sur la musique intro? Donc, tu nous dis des noms de personnalités, ouais. Énormément d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça t'est venu cette musique? Alors déjà, il faut savoir que si je suis tout seul là devant toi, c'est parce que les gars là, ils sont au brise-glace en train de travailler à une nouvelle version de l'intro. On a envie de... En fait, ce qui se passe, c'est que cette version-là que tu as, la maquette qu'on a enregistrée l'année dernière, on l'a enregistrée quelques mois seulement après avoir rencontré Ben, notre bassiste, puisqu'on avait un musicien qui n'était plus là. Donc avec Pascal qui est aux machines, on cherchait quelqu'un. On a fait passer des auditions. On avait déjà rencontré Ben. On savait que c'était un monstre. Et du coup, évidemment, ça l'a fait, et ça le fait même de plus en plus. Et dans le propos artistique, on essaye de se rencontrer les uns les autres parce qu'au tout début, lui, comme on avait des échéances, des concerts, des trucs comme ça, lui, le but pour lui, c'était de rattraper la machine, si tu veux, quoi. On avait déjà des morceaux, tout un répertoire, et lui, il fallait qu'il trouve sa place et qu'il remplace la personne qui n'était plus là. Donc, cette version de l'intro là, il a remplacé la personne qui n'était plus là. Alors, il est arrivé avec tout ce qu'il sait faire, et donc il est arrivé, il a pris sa place lui-même parce que de toute façon c'est intrinsèque. Ben, c'est un musicien hors pair, donc quand il arrive, il prend la place qu'il a à prendre, et c'est aussi pour ça qu'on allait le chercher. Néanmoins, c'était pas tout à fait sa version de l'intro. Et aujourd'hui, on a créé des nouveaux morceaux depuis, où effectivement on essaye de marier beaucoup plus la musique électronique à la musique organique que lui joue avec son instrument, et la musique électronique que Pascal développe avec ses machines. Et ensuite, ce dernier instrument qui vient s'ajouter à tout ça, qui est ma voix et qui est mon corps aussi et ma présence sur scène. Donc, on essaye vraiment de travailler de concert tous les trois, et on aimerait muscler un petit peu plus l'intro, qui jusque-là était celle que vous avez entendue, et qui, on a beaucoup de retours sur ce morceau qui est assez apprécié, et j'en suis content. Alors après, l'énumération, justement, dans cette nouvelle version de l'intro, moi j'aimerais bien expliquer un peu le principe. L'énumération, c'est juste pour dire ça, c'est juste pour dire, je parle d'artistes qui m'ont beaucoup influencé, parce que je crois qu'il y a un proverbe qui dit, un dicton, un adage qui dit rien ne se perd, tout se transforme. Je crois que c'est jamais aussi vrai qu'aujourd'hui. Moi, ça me casse les couilles quand on me demande absolument de me ranger dans une catégorie de musique, tu vois, que ça soit du rock, de l'électro, du hip-hop ou de la chanson. Je pense qu'on est tous des chansons très mélangées aujourd'hui parce qu'on est
nous sommes tous en Caravage, nous sommes le fruit d'une époque qui est entremêlée et où tout le monde a accès à tout, notamment via cet outil qui a transformé les vies depuis 10 ans, alors que personne prend le temps de le reconnaître et de s'en rendre compte. C'est quand même Internet, on a accès à tout, absolument à tout. Et du coup, je pense qu'on est vraiment issus tous de métissage, notamment dans la créativité. Et pour expliquer cette filiation avec Michelangelo Merisi, le Caravage, j'ai voulu d'abord dire que beaucoup d'autres artistes m'avaient influencé. D'autant plus, comme je te dis, comme je fais du théâtre et tout ça, c'est vrai que j'ai découvert des auteurs que je suis pas allé chercher moi-même, qu'on m'a imposé. En fait, on m'a dit tu vas jouer dans telle pièce, tel rôle, machin. J'ai découvert l'auteur et parfois ça a été des vraies révélations, comme il n'y a pas très longtemps, puisque là je suis sur un autre spectacle où je parle du conte de Lautréamont. Et Lautréamont, c'est un auteur qui défonce et qui est super proche de Michelangelo Merisi dans une certaine approche esthétique des choses. Et voilà, c'était rendre hommage à tous ces noms en disant, bah voilà, nous sommes les fidèles serviteurs de certains dont pour nous, notre patron artistique, patron entre guillemets, artistique, notre maître à penser, en tout cas dans ce projet, c'est Michelangelo Merisi, mais nous sommes singuliers, nous vivons au XXIe siècle, et donc avec qui on est, sans jamais se renier, nous allons essayer de mixer nos envies, notre univers, avec le patronage symbolique de cet homme qui est mort il y a 450 ans, quoi. Voilà, c'était vraiment de dire, tu vois, et donc au milieu, bah, c'est pour ça que tu rencontres des gens comme Michel-Ange dont je parlais tout à l'heure, Hannibal Carracci, il y a beaucoup de peintres parce que moi j'aime beaucoup la peinture, mais aussi des chorégraphes au talent immense comme Pina Bausch, ou des gens comme Björk, ou des mecs comme les chanteurs de la rumeur, le Wu-Tang Clan, et puis des potes qui sont proches de moi aussi comme les Janine Pélican ou Liard Asphalt, enfin voilà, quoi, c'est un mix. Et j'ai sûrement oublié plein de gens dedans, quoi. Mais c'était pour rendre hommage à tous ces gens. Moi, on n'invente rien les uns les autres. On reprend, on invente dans notre façon de reprendre. C'est mon avis. Rien ne se crée ex nihilo, comme ça. Les choses ne viennent pas de rien, tu vois. Je vais pas créer. Une interprétation différente de ce qu'on découvre. Enfin, c'est notre interprétation personnelle, en fait. C'est-à-dire une autre interprétation personnelle. Bah, l'œuvre existe, elle a été interprétée par le créateur. Et, après, on reprend pas que l'œuvre de Le Caravage, on reprend certains préceptes, mais après on essaye d'évoluer de notre propre fait, quoi. Tu vois, de voler de nos propres ailes. Notre touche personnelle aussi après, quoi. Voilà. Alors, par exemple, sur le site, donc ouais, effectivement, tu me disais que t'aimes pas être rangé dans un casier musical. D'ailleurs, ça se voit quand tu te mets à mi-chemin entre donc le spoken word, donc le slam entre parenthèses, et le hip-hop. Donc électro, c'est un mélange d'électronique et de hip-hop en fait. Voilà, alors l'électro, parce que c'est vrai qu'avec les machines, on est très proche de ce courant musical là, et en fait, très exactement, j'ai utilisé l'appellation electripop. Mais d'ailleurs, tu le vois bien qu'il y a plein de groupes qui galèrent un peu à se ranger dans un truc au jour d'aujourd'hui. Tout le monde invente des noms. Alors nous, on disait que le Caravage c'était du spoken trip hop pour parler du spoken word, du trip hop et du rock, spoken trip rock, on disait. Là maintenant, on dit electripop pour parler de l'électro, du trip hop et du hip hop. Spoken, je le mets en avant parce que le spoken word, c'est-à-dire le mot parlé littéralement, c'est-à-dire le slam, c'est très galvaudé. Moi, je fais partie des premiers slammers en France et je pense que quand même, ça se ressent à travers notre concert, notre set à nous, le fait que je manie les mots un peu comme ça, quoi, de cette façon un petit peu rythmée que propose le spoken word. Après, le trip-hop, ouais, c'est vrai qu'on est vachement influencé par un groupe, enfin notamment Pascal, il m'a fait découvrir un groupe qui nous influence beaucoup, qui s'appelle Boards of Canada. C'est un groupe d'Écossais qui font de l'électro, ça défonce vraiment. Et hip-hop parce que il reste un truc un peu comme ça, tu vois, où bon, on essaie toujours de créer un beat et moi à certains moments je rappe, à d'autres moments je chante pas vraiment parce que j'ai ni la voix pour ni c'est mon envie d'ailleurs, mais je dis des mots, je récite sur de la musique qui s'apparente à du trip-hop. Massive Attack aussi nous influence beaucoup, des groupes comme Gorillaz aussi qui mélangent plein de trucs, voilà. J'ai connu Gorillaz par mon grand frère. J'en ai connu qu'une seule, c'est celle de Clint Eastwood. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs j'ai une question si toi tu saurais y répondre, parce que j'ai essayé de demander auprès de mes amis, ils savent pas du tout, et ils savaient pas me répondre. Gorillaz en fait, est-ce que c'est vraiment un groupe constitué, parce que je suis tombé sur un de leurs lives enregistrés sur YouTube,
et tout le long de ce live, il y a que des artistes qui rentrent sur scène et on les voit pas vraiment. C'est les chanteurs, chaque fois c'est des artistes qui rentrent. Bah, je pense que c'est pas pour rien qu'ils se sont entre guillemets cachés derrière tu sais ce fameux gorille justement qui ressemble d'ailleurs à la mascotte du groupe très en vogue qui s'appelle Chaka Ponk. Je pense que c'est pas pour rien qu'on les voit pas. C'est des mecs qui, mais c'est touchant d'ailleurs parce que quand on a la place que moi j'ai, on est vachement dans la lumière. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Et par exemple des mecs comme les Daft Punk ou même comme les deux gars qui m'accompagnent moi, c'est des gars de l'ombre qui ont envie de rester dans l'ombre. Et moi parfois, comme je te disais tout à l'heure, je préfère créer les choses quand je suis tout seul que de les restituer. J'ai une petite préférence pour ça, même si physiquement j'ai besoin quand même de la scène et de ta tête du plateau. Et j'aime bien que les gens adhèrent parce que j'ai l'impression, de manière assez primaire et assez simpliste, qu'on m'aime, tu vois, qu'on nous aime. Mais Gorillaz, moi je pense que s'ils ont fait venir beaucoup de gens, c'est parce que leurs albums sont pleins de featuring en fait, puisque eux c'est surtout des instrumentistes et leurs albums à eux sont faits que de featuring. Les morceaux les plus connus de Gorillaz c'est des featuring avec De La Soul. Sur leur dernier album c'était Snoop Dogg qui payait l'intro. Il y avait ce grand acteur qui est mort il y a pas très longtemps, Dennis Hopper, qui tapait l'outro. Voilà quoi, ils ont plein de featuring avec plein de gens différents, que ça soit Mos Def ou je sais plus, mais ils en font plein, quoi, tu vois. Donc, eux, c'est plutôt des instrumentistes. Ils invitent les gens à venir. Mais regarde, c'est très à la mode, hein, le mec là dont tout le monde parle, là, Robin Thicke, celui qui a fait le tube là, qui fait hey 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 hey, tu vois, le truc là qui cartonne de partout. Eh ben lui, par exemple, tous ses tubes, c'est des featuring. Donc là, son nouveau tube, c'est un featuring avec un rappeur qui s'appelle 2 Chainz. Et le morceau dont je parle et qui a cartonné, c'était un featuring avec T.I. et avec Pharrell Williams. Et Pharrell Williams, lui, il a fait un featuring avec les Daft Punk, qui ont fait aussi beaucoup de featuring sur leur dernier album, puisque leurs deux tubes sont avec Pharrell Williams. De toute façon, en général, je veux dire, depuis les années 2000. Get le kit. Ouais, depuis les années 2000, en fait, quand un artiste est dans la merde, il appelle Pharrell Williams en général. Et ça marche à chaque fois, que ce soit avec Nerd ou que ça soit juste lui-même tout seul. C'est un monstre, Pharrell Williams. Donc voilà, quoi. Je pense que Gorillaz, c'est ça. Si t'as vu plusieurs artistes avec eux, c'est parce que eux, c'est pas vraiment des paroliers, des MC, des chanteurs, c'est des instrumentistes à la base. Voilà. D'accord, ouais. Donc, ça leur permet aussi de toucher un peu tous les styles, du coup, de musique. Exactement. Aux chanteurs, aux rappeurs, aux slammers, et autres artistes musical. Je te propose qu'on écoute une autre des compositions que tu m'avais envoyées. Celle-là s'appelle Duende, c'est ça? Duende. Ouais. Donc en fait c'est tout avec un accent italien en fait, c'est ça? Non, ça c'est un mot espagnol. El duende, ça vient de l'expression el dueño de la casa. Dueño de la casa, c'est l'esprit de la maison. Mais si tu veux, on en reparle après. Il n'y a pas de problème, on s'écoute ça. Allez, bonne écoute sur RDFM. Écoute, c'est une nouveauté et c'est sur RDFM. Tu descends de scène. Les pieds sur terre, tu vides quelques verres par dépit. Pour pas trop partir en larcène. Tu voulais qu'on t'épie? Cette double lame t'épile comme une balle qui traverse un képi. Troue ton âme pour dégonfler ton centre. Tu croyais qu'en raclant l'entraille ça t'arracherait moins le ventre, hein? Mais tu planes, le manque est là tout le temps, excepté quand tu chantes. T'es qu'une toupie qui clame son amour de l'épilepsie. Tu crames, tu sais pas débrancher des piles. Ta plume est comme une femme à l'allure masculine qui charme les dyslexiques, ceux qui perdent leur latin, qui oublient leurs répliques. Une musique pour les chiens allergiques aux colliers que les fabricants de niche veulent pas sponsoriser. Dans ton univers brun, on peut voir au lointain une toile tendue par le temps qui flotte tel l'étendard annonçant la fin du printemps. Place au noir,
à la chaleur d'une lune d'Andalousie, une poussière de terroir qui déterre toutes les jalousies. Parce que le jour est un mari mou, la nuit dans la mort, on regrette les cadavres debout. Et les ampoules s'allument, et les écrans s'animent, et les transistors pelés, toutes les ondes s'animent, quand les bobines s'abîment, quand tous les murs prennent feu, quand les églises s'inversent, c'est ici et maintenant seulement que tu pousses ta détresse à la renverse. Et les ampoules s'allument, et les écrans s'animent, et les transistors pelés, toutes les ondes s'animent, quand les bobines s'abîment, quand tous les murs prennent feu, quand les églises s'inversent, c'est maintenant seulement que tu pousses ta détresse à la renverse. Tatouée en gouttelettes qui ruisselle dans la faille et ton ange t'accompagne. Elle est ta muse, elle duende va avec Diego et dont le fruit motive ta poésie, justifie ta furie. Les défunts soufflent fort et les dessins s'effacent. Les esprits qui les portent referont un jour surface. Quand les êtres à naître murmurent qu'on fasse place nette, qu'on abrège une monture. En cavalier décapité, nos enfants iront eux aussi sous les néons blafards à la rencontre des cimetières la nuit, examiner de leurs dents blanches la pupille des zombies. Maintenant quand leurs sourires jaunis brilleront de mille adieux et qu'une bougie endolorie illuminera leurs yeux, tu ne seras jamais loin, Duende, moi bien plus que vieux. Je ne serai plus qu'un parfum, un soupir dans les yeux. Et les ampoules s'allument, et les écrans s'animent, et les transistors pelés, toutes les ondes s'alignent, quand les bobines s'abîment, quand tous les murs prennent feu, quand les aiguilles s'inversent, c'est ici et maintenant seulement que tu pousses ta détresse à la renverse. Et les ampoules s'allument, et les écrans s'animent, et les transistors pelés, toutes les ondes s'alignent, quand les bobines s'abîment, quand tous les murs prennent feu, quand les aiguilles s'inversent, c'est ici et maintenant seulement que tu pousses ta détresse à la renverse. Par dépit, pour pas trop partir en larcène. Cette existence t'appelle et tu la suis. Interview. Le groupe Le Caravage sera présent pour une interview exclusive le mercredi 20 novembre à partir de 14h. C'est une exclusivité et c'est sur RDFM. RDFM, la radio plus proche de vous. RDFM, la radio plus proche de vous. www.rdfm-radio.fr.nf. Bonne journée à l'écoute de RDFM.
Toujours en direct sur RDFM, donc vous pouvez l'entendre, ou vous venez de l'entendre plutôt. C'est le top horaire, donc il est à 15h05 à l'écoute. J'espère que en tout cas vous êtes bien là, que vous appréciez cette interview. En tout cas, moi je l'apprécie énormément. C'est Moi encore aussi. merci d'avoir accepté de venir. Je t'en prie. Donc, eh bien, je te laisse nous parler un peu de cette musique qu'on vient d'écouter, qui est aussi assez spéciale. Alors, qu'est-ce que tu entends par spécial? La rythmique et puis les paroles aussi. Ouais. Déjà, on sent que déjà on l'entend. Tu donnes la voix tu donnes à cette voix énormément sur le refrain. Le refrain, ouais. Ouais. Sur le refrain, on sent que tu. Alors en fait, ouais, c'était un refrain qui était pas évident à gérer en live par rapport à la construction du morceau. En fait, le duende, c'est une notion que j'ai découvert en Andalousie il y a 2 ans, l'été. Le jour de mon anniversaire, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un spectacle de flamenco. Mais vraiment au cœur de l'Andalousie, vraiment la patrie du flamenco. Et je croyais que c'était un attrape-touriste. Et c'était dehors en pleine nuit dans une ville qui s'appelle Cordoue. Il faisait au moins 50 degrés la journée. Moi, je vivais dans un gîte qui était au milieu de nulle part, dans les montagnes, avec le premier bled à 20 km. Et j'ai pris une claque dans cette région-là qui est très puissante et qui laisse la part belle à la mortalité, à tout ce qui est éphémère. Le seul petit village qui était à côté avait été détruit en partie par un tremblement de terre, il s'appelait Fuentes. Et les vieux tapaient le carton sous les étoiles jusqu'à 2h du mat. Ils vivaient à l'heure espagnole, c'est très particulier. Et en fait, quand j'ai vu notamment une des danseuses de ce spectacle flamenco, elle était animée par un truc, c'était fou. Et j'ai appris par la suite que quand un danseur, par exemple, de flamenco ou un chanteur de flamenco était vraiment en état de grâce, quoi, était vraiment à fond dans son trip, on appelait ça le duende. Et je me suis tourné vers un poète andalou qui s'appelle García Lorca, Federico García Lorca, qui a écrit un tout petit bouquin d'une 50aine de pages, traduit en français et en espagnol, et qui retranscrit deux conférences qu'il a tenues en 1931 et en 1933 à Montevideo en Uruguay et à Buenos Aires en Argentine, des conférences autour du thème du duende. Donc pour l'Académie espagnole, le mot duende vient de l'expression dueño de la casa, et et par exemple les Espagnols de toutes les régions, enfin en tout cas j'en ai parlé avec un Catalan qui vient de Barcelone, me disait que dans la langue courante, en fait, par exemple, si la nuit tu vois quelqu'un qui est somnambule, qui se balade dans la maison, en fait, on dit qu'il a le duende, qu'il est habité par le duende. Le duende, à la base, c'est un petit être un peu surnaturel, une sorte d'elfe qui tape sur les murs, qui cache les clés de bagnole, tout ça. Si par exemple tu retrouves pas tes clés de bagnole, tu dis bah tiens, c'est le duende qui l'a pris et tout ça. C'est un peu dans le même principe que quand on dit, quand tout le monde se tait, tiens, un ange passe, ou un peu le même principe que voilà, c'est un petit esprit espiègle qui nous entoure. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. C'est les énergies invisibles. Et moi, j'y crois beaucoup à tout ça. Et l'Andalousie, c'est vraiment ça. Et quand un artiste est habité par ce qu'il fait, notamment dans le flamenco, García Lorca nous explique, lui, il était andalou, il venait de Grenade, que vraiment dans sa région, dans la patrie du flamenco, on disait dans ces moments-là que la personne avait le duende. Et dans ces deux conférences-là qui sont retranscrites dans ce bouquin qui s'appelle Juego y Teoría del Duende, Jeu et théorie du duende, il explique que le duende, c'est ce que tout le monde ressent et que personne n'explique. Donc, il y a quelques années, maintenant 2 ans, au tout début du projet, on a écrit ce morceau qui s'appelle Duende, et moi dedans, j'essaye d'en faire une interprétation un peu personnelle vis-à-vis de ma pratique scénique. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu cette danseuse de flamenco, c'était le jour de mes 32 ans, et à l'époque, j'étais vachement dans une construction laborieuse, notamment de l'aventure Caravage. C'était ma 3e formation musicale. J'avais fait pas mal de trucs, hein. Moi j'ai visité plein de pays grâce à mon métier, j'ai joué devant pas mal de gens et tout, que ce soit au théâtre ou en musique, mais j'ai jamais vraiment réussi à être satisfait de mes conditions de travail, parce que être artiste c'est très compliqué aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Il y a pas beaucoup à manger pour tout le monde, et pour tous les gens qui se bousculent au portillon en tout cas. Et quand je l'ai vue, elle, je me suis rappelé que l'essentiel c'était le cœur des choses, et c'était pas forcément la forme, et c'était pas forcément le retentissement, et c'était pas forcément le clinquant de
de ce métier. C'était vraiment le cœur des choses. Elle était animée, elle se baladait, elle était loin de tous. Pourtant, elle était devant nous tous. Et c'est ça le Duende, c'est ça dont j'essaie de parler dans ce morceau en fait. Voilà. Ça fait une histoire, ça fait une belle histoire, assez impressionnant. D'ailleurs, ça m'en laisse sans voix. Bah, tu vois, en fait, l'année dernière, j'ai écrit. D'ailleurs, alors, la personne avec qui j'ai écrit ça voulait que ça soit une web série, donc on a mis 6 morceaux du film. Pour moi, c'est un long métrage. Il n'est pas tout à fait terminé, mais si vous tapez Duende le film sur Google, vous tomberez sur un site où il y a des épisodes des épisodes. Moi, je vous dis, pour moi, c'est un long métrage. On l'a pas mis en entier parce que ça m'intéressait pas. Il y a beaucoup d'approximations et d'erreurs parce qu'on a créé ça à 2, alors qu'on aurait dû être 45, 50 et qu'on aurait dû avoir un budget. On a écrit un film qui s'appelle Duende et on l'a morcelé en extrait de 6-7 minutes et on les a diffusés chaque semaine l'année dernière jusqu'à la projection complète du film qu'on a fait sur Lyon. Le film dans sa globalité a été compris et bien apprécié par les gens. Les épisodes ont été moins compris et c'est pour ça que j'étais pas pour cette stratégie-là, mais bon, j'étais pas le seul à décider. Donc ce projet-là s'appelle Duende, duende-lefilm.com. On a essayé de d'étirer un peu cette définition-là, de la faire nôtre. Mais bon, c'est à travers la vie d'un personnage que je joue qui est un personnage de la vie de tous les jours. C'est pas à travers la vie d'un personnage scénique comme dans le morceau où vraiment je parle de ma pratique scénique. Où à un moment donné, c'est marrant parce qu'il y a plein d'artistes dont la vie est un bordel permanent. C'est des gens qui sont complètement sans dessus dessous et qui ont plus du tout de repères dans la vie et qui sur scène sont géniaux et sont complètement ancrés et complètement à eux, quoi. Ils s'appartiennent vraiment sur scène et pas dans la vie. Et ça me fascine, même si je suis bien content d'y échapper parce que le mythe du poète dit, moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, si c'est pour avoir une vie de merde et en même temps connaître la gloire, ça m'intéresse pas. Mais voilà, c'est peut-être le Duende qui fait que certaines personnes complètement dans la lune et complètement à la rue dans la vie, tout à coup sur scène se révèlent être centrales et irradiées auprès du public le plus large, quoi. Voilà. D'accord. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé aussi par rapport à tes collègues, donc le chemin que vous avez fait, etc., que tu as créé le groupe, que vous avez recruté le bassiste. Donc ça fait. Est-ce que vous connaissiez déjà avant que tu crées le Caravage? Vous connaissiez déjà avant depuis longtemps des amis d'enfance? Tous les trois. Non, on n'est pas des amis d'enfance, mais on n'est pas des amis d'enfance, mais Pascal aux machines, il était, lui, il a beaucoup fait de musique, il a beaucoup créé de musique pour du théâtre ou de la danse. Et sa première expérience scénique, ça a été avec nous. Donc son premier concert, en fait, remonte à il y a pas si longtemps, puisque le groupe est pas si vieux que ça. Et à la base, c'était même pas lui qui était aux machines, c'était encore quelqu'un d'autre. Les 2 musiciens qui m'entouraient au tout début de Le Caravage ne sont plus dans le groupe. Lui, il est arrivé assez vite, parce qu'il se trouve que, pour plein de raisons, on n'arrivait pas à travailler avec le gars qui était aux machines, qui pourtant est un artiste super et avec qui je m'entends très bien et qui correspond parfaitement à l'esthétique caravagesque qu'on essaye de mettre sur pied. Et donc je le connaissais, Pascal, parce qu'il accompagnait un slammer qui tournait vraiment bien et avec qui j'étais très 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 proche et avec qui j'avais des projets en commun, qui s'appelait Kumekiam. Et puis aussi parce que, je te dis, il travaillait avec des compagnies de danse et de théâtre que je connaissais. Et Ben, lui, était bassiste, donc notamment chez JMPZ. Et il se trouve qu'on l'a croisé dans une salle qui s'appelle La Tannerie à Bourg-en-Bresse pendant nos 12 leçons, alors que lui, il donnait des ateliers de percu en prison. Et on s'est rendu compte déjà qu'on travaillait tous les deux en prison. Moi, ça fait 5 ans que j'y travaille. De temps en temps, je vais faire des ateliers d'écriture. Lui, il donne des ateliers de percu. Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'on avait plein de gens en commun, parce que lui, il est de Mâcon, donc c'est pas très loin de Lyon. Et puis, qu'il a tourné dans des groupes où, tu sais, au bout d'un moment, tu fais vite le tour, en fait. Le monde est petit, donc les uns et les autres, on se connaît tous. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus les uns les autres. Ah, d'accord. Donc j'ai, je crois, 5 musiques que tu m'as envoyées. Il y en a 2 qu'on a passées. On va en passer une troisième d'ici pas longtemps. Petite question. Donc les 5 premières musiques. Donc vous allez refaire l'intro. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, vous allez on est en refaire train de la recréer au niveau musical. Ouais. Moi, je vais y rajouter une partie écrite avant. Ensuite, je vais garder ce principe-là du name dropping, comme on dit en anglais, où tu parles des mots, des noms de gens à qui tu rends hommage, quoi. Ça, je vais garder ce principe-là.
D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà, à part celle-là, est-ce qu'il y a une autre musique en cours de composition, par exemple, ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Oh là là, mais il y en a plein. Nous, on se sert de la tournée d'Ose Leçon pour pouvoir, entre les concerts pédagogiques, travailler notre musique sur scène, sur le plateau, comme on dit, parce que c'est une chance de pouvoir travailler sur certains plateaux et pas seulement en studio de répé. Donc ouais, c'est constamment on crée des choses en fait. Il faut se renouveler constamment. Et en fait, après cette tournée d'Ose Leçon, là, ce samedi dernier, entre deux tournées d'Ose Leçon, puisque la semaine dernière on était à Chambéry, on a joué devant 6000 personnes à Lyon pour un événement de grande ampleur au Palais des Sports de Gerland. Et donc du coup, on a annoncé notre prochaine date sur Lyon qui sera début janvier, où là on joue que notre set. Une fois la tournée d'Ose Leçon terminée, nous on range nos costumes de Sonny Stax et tous les personnages que j'ai créés pour l'occasion. Et on joue que notre musique à nous, et notre set, on passe notre temps à l'étoffer, à le déplacer, à le transformer. On fait des retouches continuelles, sinon on meurt quoi. Enfin tu vois, je veux dire, sinon c'est la fin de notre propre art. Donc voilà, là d'ailleurs dans le set d'Ose Leçon, il y a un nouveau morceau qu'on joue. On est en train d'essayer sur scène, et puis là on doit être sur 3-4 chantiers supplémentaires là en ce moment, qu'on espère pouvoir jouer dans un mois et demi pour notre concert dont je te parle sur Lyon. Et des idées, j'en ai plein, et les garçons aussi. Après, ce qui manque, c'est le temps ou les bonnes conditions de travail, mais on se démerde toujours pour trouver. Donc, est-ce que tu vas sortir l'album à ce moment? Est-ce que tu vas sortir un album à ce moment-là en regroupant les musiques, déjà les 5 premières qui existent, plus celles que vous êtes en train de composer? Alors, moi, dans la stratégie que j'essaye de développer par rapport au développement justement du groupe, c'est plus moi, mon idée, c'est plus de refaire une maquette cette année avec un propos musical qui sera un peu plus, je pense, concis, et qui ressemblera plus à une conjonction des 3 énergies qu'on a avec les 2 garçons, plutôt que, tu vois, jouer les morceaux tels qu'on les joue depuis 2 ans avec Ben qui vient y ajouter sa touche personnelle, même si ça transforme beaucoup de choses. Donc là, on essaye vraiment de créer des choses à 3 en même temps. Donc d'être en fait finalement un propos artistique, ça fermille tout le temps en fait. Donc là c'est vraiment le but, c'est vraiment de densifier les choses, de laisser le moins de place au vide possible. Donc on va refaire probablement une maquette avec 5 titres. Et par contre, en même temps, j'essaie de développer aussi pas mal d'images, parce que je me rends compte que de nos jours, la musique bizarrement se regarde aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, notamment à travers le Dose Leçon, qui essayent de nous demander si on n'a pas des vidéos ou des choses comme ça. Donc là, je te dis, on a monté un teaser qui est quasiment terminé, qu'on va mettre en ligne bientôt. Ça, c'est plus pour essayer de faire de la promo pour nos concerts à venir. Et je pense que en plus de cette maquette dont je te parle, et en plus de tous ces morceaux qu'on essaye constamment de mettre sur pied, en général, ce qui nous met un coup de pied au cul pour les morceaux à mettre en place, c'est les concerts. Donc quand on sait qu'on a une date de concert, on se donne un repère par rapport à cette date, et on se dit, à telle date, il faut absolument qu'on ait bouclé la création de ce dernier morceau. Et l'idée, c'est plus de travailler à un clip, en fait, avant de travailler à un album. Je pense que on va continuer à travailler, on va refaire le site, on va continuer à travailler les visuels, parce que c'est très important vis-à-vis de cette filiation avec le Caravage, les lumières et le visuel, c'est très important. Et on va travailler à un clip. Et après, une fois qu'on aura tout ça, si on continue à avoir la chance d'être aussi visible qu'en ce moment et de continuer à progresser, peut-être que quelqu'un pourra nous aider à financer un album. Mais au jour d'aujourd'hui, financer un album, c'est pas notre première préoccupation. On va plutôt passer par une deuxième maquette et par d'autres outils. D'accord. Donc, il reste pour ceux qui veulent venir vous voir, donc à Brise-Glace, donc il reste encore demain et vendredi matin. C'est accès tout public. En fait, ça sera blindé. C'est blindé de lycéens et de collégiens. C'est un spectacle où effectivement on voit pas tout notre set. On joue 3 morceaux de notre set. C'est avant tout de la préventive. Hein. Voilà, c'est un spectacle de prévention des risques auditifs, mais tourné encore une fois vers quelque chose d'assez ludique et d'assez sympa, je pense. En tout cas, ça marche bien. Et au milieu, on joue 3 morceaux à nous, et voilà, ça donne quand même un petit aspect de ce qu'on fait. Il y a une très bonne ambiance au Brise-Glace, c'est accès tout public, donc s'il y a des gens qui veulent venir, même s'ils ne font pas partie des classes concernées, ils peuvent, c'est gratuit. Le matin, c'est à 10h jusqu'à 11h30 à peu près, peut-être un peu moins, 11h20. Et l'après-midi, c'est à 14h30
14h30 jusqu'à 16h. Donc on a demain matin et demain après-midi et vendredi matin. Donc le matin c'est à 10h et l'après-midi c'est à 14h30 au Brise-Glace. C'est gratos. Donc le Brise-Glace Voilà. qui se trouve à Annecy, vers les Marquisas. Ouais, c'est ça. Rue des Marquisas, 54 rue des Marquisas. Voilà, alors, par rapport à ça, tu nous disais tout à l'heure, tu voyais vraiment pas des enfants, exemple, de classe de 6e. Pour toi, quelle serait la limite d'âge minimum et le maximum environ? Bah, je te dis, on l'a déjà joué devant des gamins un peu plus jeunes, Dose le son ou le spectacle. Enfin, voilà. En fait, nous, si tu veux, Dose le son, c'est tout public, grosso modo. Même si les personnages que j'utilise, ils emploient des mots d'argot et tout ça. Donc ça, c'est pas très. Voilà, c'est comme les jeux de société, c'est de 7 à 77 ans, quoi. Tu vois, ça, on y est, quoi. Après, nous, notre musique, notre propos musical. Là, je pense pas qu'il y ait grand chose qui puisse choquer par rapport aux 3 morceaux qu'on a choisi de jouer cette semaine dans Dose le son. Mais c'est vrai qu'il nous est déjà arrivé de réadapter parce qu'on s'est retrouvé face à des gamins, vraiment des gamins de 8-9 ans. Donc là, t'évites de les traumatiser avec des mots d'argot ou avec des morceaux qui sont dans une énergie un peu trop musclée. Après, théoriquement, nous, sur le cahier des charges, notre contrat, c'est de faire ce spectacle sur les risques auditifs, de prévention contre les risques auditifs, face à des collégiens et des lycéens. Donc plus bas, l'âge plus bas, c'est pas recommandé, non, ça c'est sûr. Et puis s'ils sont traumatisés, c'est pas de notre faute. Je veux dire, à un moment donné aussi, chacun est responsable. Nous, on est responsable du show qui est mis en place, mais les gens qui viennent sont responsables aussi d'amener des gosses ou pas à nous voir jouer, quoi. Tu vois. Donc, je pense que la limite d'âge, c'est 12 piges, quoi. Tu vois, 11-12 ans, et puis ça va jusqu'à tout public d'ailleurs, tout public, vraiment. Ça se passe aussi bien avec des mecs qui ont 19-20 ans qu'avec des mecs qui en ont 12 ou 13, quoi. D'accord. Je te propose qu'on s'écoute un nouveau morceau. Donc c'est Mérizi, c'est ça. Puis tu nous en parleras un peu après. Donc c'est toujours en direct sur RDFM, il est 15h21 déjà, le temps passe vite, il reste un peu moins de 10 minutes, sachant que la musique fait 7 minutes. Donc c'est sur la musique d'après qu'on se quittera. Voilà, donc pour l'instant c'est Mérizi, donc c'est du groupe Le Caravage, donc où j'ai la... L'air, Florian, Mérizi. Parfait. Du groupe donc du groupe Le Caravage qui est actuellement présent au Brise-Glace et dont j'ai la chance d'avoir Xavier le slammer chanteur avec moi dans les studios. Écoute, c'est une nouveauté et c'est sur RDFM.